Aujourd'hui, le cours va porter sur le radium-223, le Xofigo. J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Alors en fait, le Xofigo radium-223, c'est le premier radiopharmaceutique thérapeutique en médecine nucléaire offrant une survie améliorée approuvée pour le cancer de la prostate métastatique résistante à la castration. Mais sa popularité semble avoir diminué, surtout depuis l'émergence des thérapies par radionucléides ciblant le PSMA. Alors, quel est exactement le futur du traitement avec le radium-223? Alors, essentiellement, on va faire une revue de base sur cette modalité de traitement et puis on va explorer des données supplémentaires qui existent. Donc, qu'est-ce que le dichlorure de radium-223? En fait, c'est un radiopharmaceutique avec une demi-vie de 11,4 jours. Sa cascade de désintégration est quand même pas mal complexe, qui inclut des émissions alpha, bêta et même gamma. Au final, l'isotope stable, c'est le plan 207. Et l'énergie par désintégration est quand même pas mal élevée avec 27 mégaélectrovolts. Juste pour vous donner une idée de comparaison, pour le lutetium-177, l'énergie maximale des bêtas, c'est comme 498 keV. Alors, c'est nettement plus élevé. Et l'imagerie avec le radium de 2,3 est possible parce qu'il y a un certain pourcentage de désintégration de 269 keV, 154 et 84 keV. Alors, en fait, on peut comparer le radium de 2,3 aux autres radiopharmaceutiques qui existent pour cibler les os. Alors, comme le Metastron et le Quadramet. Et comme on peut voir, c'est surtout la distance que les émissions voyagent dans les tissus. Pour le radium, il est nettement moins élevé que dans les autres. Et quand on compare les énergies, on peut voir que le radium émet nettement plus d'énergie que les autres radiopharmaceutiques. Ça, c'est un exemple d'imagerie avec le radium-223. On peut obtenir ces images avec de l'imagerie SPECT, avec des fenêtres centrées sur les pics d'énergie d'émission du radium, avec un collimateur de moyenne énergie. Et on fait le mécanisme de localisation et d'élimination du radium. D'abord, de localisation, c'est vraiment dans la matrice d'hydroxyapatite de calcium, remplaçant le calcium lors de la formation de nouveaux os. Ça pourrait être un problème en thérapie parce qu'il ne se localise pas directement dans les tumeurs, mais à la surface osseuse entourant les lésions. La clairance sanguine est rapide. Alors, il y a juste 12% résiduel dans le sang à 10 minutes, 2% à 4 heures et 1% à 24 heures. Ça peut être très, très intéressant. On regarde la toxicité hématologique. La concentration dans les os est rapide. Ça commence dès les 10 minutes suivant l'injection et 99% de concentration en 24 heures. La demi-vie efficace médiane est de 8,2 jours. Et l'excrétion est très particulière, qu'elle est très peu rénale, quasi absente hépatobiliaire et nettement prédominante au niveau intestinal. Le mécanisme exact n'est pas compris, mais à 24 heures, environ 50% de l'activité initiale est présente dans le côlon. En 7 jours, environ 75% du radium administré est excrété. On peut voir un peu ces graphiques ici avec l'intestin grêle, large intestin aussi. Et on peut voir, on fait, après l'injection, à quel point l'excrétion est rapide et l'accumulation au niveau de ces endroits est rapide. Alors, pourquoi est-ce que le radium est-il approuvé pour le traitement? En fait, l'étude clinique qui a mené à son approbation, c'est le ALSYMPCA Trial. C'est Alpha Radon
in symptomatic prostate cancer patients. Et en fait, c'était un essai clinique en fait, qui était conduit pour l'approbation du produit. C'était une randomisation 2 à 1, radium 2-2-3 plus meilleur standard des soins, versus le placebo plus le meilleur standard des soins. Et les patients inclus, en fait, c'était des adultes avec un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, qui, eux, ils devaient poursuivre un traitement anti-androgénique tout au long de l'étude. Ils avaient une progression de la maladie, une APS significative, au moins 2 métastases osseuses à la scintigraphie osseuse, aucune intention d'utiliser une chimiothérapie cytotoxique. Et c'est assez important, ces patients-là devaient être symptomatiques. Alors, ils devraient avoir des médicaments contre la douleur réguliers ou planification de radiothérapie. On fait une radiothérapie externe pour les douleurs osseuses au cours des 12 dernières semaines. Comme toute étude clinique similaire, il fallait avoir un bon état général et une espérance de vie significative. Au niveau des valeurs de laboratoire pour le traitement initial, il fallait avoir une réserve hématologique assez significative, ainsi que bilirubine totale, AST/ALT, créatine, albumine raisonnable. Et pour les valeurs de laboratoire, eux, ils changent entre le traitement initial et les traitements ultérieurs. Alors, ça devient un peu plus permissif dans les traitements ultérieurs. On peut voir que l'acceptation au niveau des plaquettes, de l'hémoglobine et des neutrophiles est plus basse. De façon intéressante, la bilirubine, AST/ALT, créatine, albumine, il faut prendre en note, ça c'était pour l'essai clinique de l'ASMK. Ce n'est pas nécessairement des critères qu'on utilise en clinique. Alors, les critères d'exclusion, ils sont très similaires entre les études cliniques de ce type. Alors, c'est vraiment, vous ne pouvez pas avoir des médicaments expérimentaux au cours des 4 dernières semaines, être admissible à un premier traitement par docétaxel, traité par chimiothérapie récemment, des symptômes, des effets indésirables de la chimiothérapie qui n'ont pas récupéré, une radiothérapie externe antérieure de l'hémicorps, thérapie par radionucléide antérieure, traitement préalable au radium, transfusion EPO récente et autres tumeurs malignes au cours des 5 dernières années, des métastases viscérales au scanner qui doivent être obtenues dans les 8 semaines avant le traitement. De façon très intéressante, les anétopathies devaient être de plus de 3 cm de courax pour être considérées des métastases significatives. Compression médulaire évidente, autres maladies graves non contrôlées et incontinence fécale non contrôlée. Alors ça, c'est important et particulier au niveau du radium. Alors, l'essai ASMK, la dose, c'était dans l'essai clinique, on va en reparler plus tard, mais c'était du 50 kBq par kilogramme à chaque 4 semaines fois 6. De façon très intéressante, c'est seulement 63% du groupe radium qui a reçu toutes les injections. Alors, il y a eu des toxicités inacceptables chez 16%, et puis il y avait d'autres raisons qu'ils n'ont pas reçu les autres cycles, c'est d'éviter une chimiothérapie, l'usage d'autres radioisotopes systémiques, radiothérapie externe et autres médicaments expérimentaux. En général, il y a eu une meilleure survie globale. Comme on peut voir ici, le groupe du radium ont fait environ au moins 3 mois de plus que le groupe placebo et un meilleur temps du traitement au premier événement osseux symptomatique, alors 15,6 mois versus 9,8 mois. Quand on regarde les sous-groupes de l'essai ASMK selon comme l'usage de bisphosphonates, le niveau de phosphatase alcaline, usage de docétaxel antérieurement, nombre de métastases, dans la plupart des groupes, il y avait une meilleure survie avec le radium.
Alors, oui, il y avait plus de résultats de la SIMCA. Il y avait un meilleur contrôle de la phosphatase alcaline, un contrôle de l'APS légèrement meilleur et une amélioration partielle de la qualité de vie qui était plus fréquente dans le groupe de radium. Et ça, c'est quand même pas mal intéressant. Ça arrive que les patients vont de traitements antidouleurs aux opioïdes régulières à plus de médicaments après le radium 223. Alors, des fois, ça peut mener vraiment à une excellente amélioration de la qualité de vie. C'est un traitement relativement bien toléré, je pense, de part à cause que le range des particules alpha est tellement basse que la toxicité hématologique, typiquement, n'est pas aussi sévère qu'avec les traitements avec les particules bêta. Les effets secondaires, mais bien sûr, demeurent hématologiques, anémie, thrombocytopénie, neutropénie. On peut voir un peu c'est quoi les chances qu'il y ait comme des grades 3, 4 ou 5 à ce niveau-là, mais on parle de moins que 5%. Euh, alors, surtout gastro-intestinal comme effet secondaire. Alors, ça peut arriver comme diarrhée, nausée, vomissement, malaise à ce niveau. Euh, L'œdème périphérique pourrait arriver. Cette pneumonie, c'est très difficile à dire si c'est directement lié au Xofigo, mais ça s'est passé qu'il y a eu une pneumonie de grade 5 dans l'essai clinique du LSIMCA. La douleur osseuse peut arriver après le radium de 2-3. Ça pourrait même augmenter de façon transitoire. Alors, la myélosuppression, typiquement, atteint son nadir à 2 à 4 semaines et généralement se récupère, la récupération pourrait arriver jusqu'à 8 semaines. Il y a des case reports de complications oculaires comme de la vision floue, d'uvite, hyphémie. Ça a été décrit dans la littérature. Alors, c'est comme tout traitement radioisotopique. Est-ce qu'il y a vraiment, y a-t-il une chance de tumeur maligne secondaire à cause du radium? Toujours difficile à dire et difficile à étudier. Il y a l'essai Reassure qui était en cours, en fait, pour évaluer ses effets indésirables, incluant les tumeurs malignes secondaires. Dans l'analyse intérim, l'incidence était de 1%, c'était pas significatif. Il y avait un autre essai clinique avec un suivi sur 2 ans qui n'avait aucune nouvelle tumeur maligne primaire signalée chez 44 patients. Et dans l'essai clinique Alsimca, dans un suivi de 3 ans, euh, il y a 4 cancers primaires sur 572 traités avec le radium 223, mais il y a eu 3 nouveaux cancers primaires sur 307 personnes traitées avec le placebo. Alors, il ne semble pas que le Xofigo en soi augmente significativement la chance de développer une tumeur primaire secondaire. Alors, comment est-ce qu'on traite avec le Xofigo 223? Alors, d'abord, c'est qui est-ce qu'on traite? Alors, on traite des adultes, premièrement, atteints de cancer de la prostate résistante à la castration métastatique, avec des métastases osseuses symptomatiques, sans métastase viscérale. Euh, alors, la résistance à la castration survient lorsque la maladie progresse malgré une privation adéquate d'androgènes. Il faut que ces patients aient au moins 2 métastases osseuses. Euh, et les métastases osseuses envisagées pour une radiothérapie externe ou intervention chirurgicale sont aussi considérées comme symptomatiques. Alors, on veut examiner la scintigraphie osseuse des 3 derniers mois ou 4 semaines en cas de maladie agressive. Il ne devrait pas avoir de métastases viscérales. Donc, ça inclut un organe solide de la partie supérieure de l'abdomen, du péritoine, euh, du poumon, du cerveau. Alors, il faut réviser la TDM thoraco-abdo-pelvienne dans les 8 dernières semaines. Très intéressante. Alors, une métastase viscérale n'inclut pas la prostate.
la paroi de la vessie ou les ganglions lymphatiques de moins que 3 cm. Alors, les ganglions lymphatiques de moins que 3 cm sont autorisés à ce traitement. Les contre-indications. Donc, une des contre-indications les plus importantes, c'est vraiment au niveau de la réserve hématologique, comme les neutrophils, plaquettes, hémoglobine. C'est très important de connaître les valeurs des thérapies initiales et ultérieures. Il n'y a aucune restriction liée à une insuffisance rénale hépatique qui a été suggérée. Un état clinique très faible comme ECOG plus que 2, il faudrait vraiment le prendre cas par cas pour le considérer. S'il y a des fractures ou des compressions de la moelle, il faut qu'ils doivent être traités avant le Xofigo pour ne pas exacerber cela. Une association avec l'abiraterone et la prednisone/prednisolone, c'est très intéressant. On va en reparler de cette contre-indication. Si le patient a une incontinence fécale, parce que vraiment, au niveau de la radioprotection, ça risque d'être problématique. De façon très intéressante, c'est que l'EANM recommande la prudence concernant les régimes pauvres en sodium, parce que le Xofigo en soi, il contient 54 grammes de sodium par dose. Mais les directrices générales suggèrent moins que 3000 mg par jour dans les contextes d'insuffisance cardiaque, mais il faut quand même le mettre en contexte si les patients sont insuffisants cardiaques. L'EANM aussi fait référence au superscan, mais il faut savoir que 54 sujets ont eu des superscans durant l'essai ASIMCA et il n'y a pas eu vraiment d'événements indésirables significatifs. Mais il n'y avait probablement pas de bénéfices significatifs en termes de survie. C'est sûr qu'il y a un risque plus élevé d'anémie de thrombocytopénie. Il semble avoir ce risque chez ces patients. Alors, il faut vraiment, surtout s'ils ont une charge métastatique plus élevée ou un traitement antérieur à docetaxel, alors il faut vraiment le prendre dans le contexte. La sécurité et l'efficacité de ce traitement n'ont pas été étudiées chez les patients atteints avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Alors, on fait que l'expression principale du radium 223 est à travers l'intestin, alors il faut faire attention. La liste ici, c'est vraiment plus des critères d'exclusion de l'essai clinique ASIMCA. On a déjà passé à travers. On peut les utiliser comme référence, mais il faut faire très attention parce que l'exclusion pour la recherche n'est pas nécessairement pour les mêmes raisons que pour la clinique. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir une consultation avec le patient, leur expliquer un peu comme la procédure, qui est plutôt simple. C'est une injection sur 1 minute. Il faut vérifier les indications, les contre-indications, expliquer les effets secondaires les plus importantes étant les plus sévères et les plus fréquentes. Et dans la monographie du radium 223, ça, c'est les effets secondaires qu'ils nomment. Alors, s'il y a des effets secondaires à expliquer aux patients, c'est au moins ceux-là. Et on fait, bien sûr, inclure dans l'entrevue les moyens de radioprotection. Alors, juste avant, pour la procédure, alors, comme des 3 voies pour, essentiellement, on peut utiliser un seringue à 3 voies ou bien en Y. Il y a plusieurs façons, donc ça fonctionne. Ça m'a pris un peu de temps pour comprendre pourquoi on donnait 55 kilobecquerels par kilogramme, tandis que le ASIMCA est donné 50 kilobecquerels par kilogramme. Et en fait, c'était une dose ajustée par le National Institute of Standards and Technology. Dans l'essai ASIMCA, en fait, ils ont remarqué que les mesures étaient 10% différentes que le leur. Alors, c'est pour cela que nous, dans notre clinique, comme nous qu'on traite, c'est du 55 kilobecquerels par kilogramme.
tandis que dans l'essai Alsymca, c'est du 50 kBq par kilogramme. L'injection se fait environ sur 1 minute et il faut rincer. Le plus important vraiment, c'est de s'assurer qu'on est bien dans la veine lorsqu'on injecte. Ça serait très toxique pour la peau d'injecter en sous-cutané. Alors, c'est ça. Alors, pour les dosages subséquents, on veut vraiment essayer de respecter un intervalle de 4 semaines entre chaque traitement. C'est OK jusqu'à 8 semaines d'intervalle. Si l'intervalle entre 2 traitements dure plus longtemps que 8 semaines, il faut envisager d'arrêter le traitement selon la monographie. Et les raisons de retarder l'administration, c'est des toxicités évidentes ou bien des symptômes ou une compression ou fracture de la moelle épinière doivent être traités avant la reprise du traitement. Alors, les mesures de radioprotection, on sait bien que les particules alpha, ils ne passent pas à travers le papier. Alors, ça sera vraiment au niveau des fluides qu'il va falloir faire attention. Alors, on tire la chasse d'eau des toilettes 2 fois. Idéalement, utiliser des gants pour la manipulation de fluides corporels selon la monographie. Il faut toujours bien laver les mains, être très, très propre. Les vêtements souillés doivent être lavés rapidement et séparément des autres vêtements. Et il faut attendre 6 mois après le traitement pour avoir des enfants et contraception barrière pendant 1 semaine. Alors, y a-t-il plus que ce qu'on sait présentement pour le Xofigo, le radium 223? Donc, on peut commencer par l'étude ERA 223, qui était une étude très, très importante dans la thérapie avec le radium 223. Et en fait, l'idée de cette thérapie, c'était de combiner le radium 223 à l'acétate abiraterone et à la prednisone. Chez les patients avec un cancer de la prostate résistant à la castration et des métastases osseuses. Et en fait, ce qui a été remarqué, c'est que les fractures étaient plus fréquentes dans le groupe du radium et il n'y avait aucun bénéfice en termes de survie globale. Alors, il y a eu une nouvelle contre-indication au radium 223 qui a été émise à la suite de cette étude. Et en fait, on peut voir que les événements de fractures pathologiques, c'était quasiment le double dans cette étude. Alors, c'est dorénavant, en général, le monde essaie d'éviter la combinaison des deux. Mais j'avoue, j'ai été dans un site un jour en stage où eux, ils ne considéraient pas l'abiraterone comme une contre-indication au radium 223. Et ça m'avait quand même surpris jusqu'à temps que je lise un peu plus dessus. Parce qu'en fait, il y a probablement un moyen d'atténuer ce risque. Et en fait, c'est en ajoutant un agent de protection osseuse, comme les denosumab, l'acide zoledronique. Alors, dans l'essai ERA 223, seulement 41% des patients recevaient un agent de protection des os. Et dans une analyse rétrospective, l'ajout d'un agent de protection des os semble réduire significativement le risque de fracture avec le radium 223 plus onzalutamide et abiraterone. Alors, on peut voir que dans le ERA 223, on parlait d'environ 18% de fractures, mais là, quand on ajoutait un Bone Health Agent, c'est très difficile de comparer une étude rétrospective à une prospective, mais on peut voir qu'en fait, dans cette étude, les chances de fracture n'étaient pas tant significatives, autant que dans l'étude de ERA 223, du moins avec l'ajout d'un agent favorisant la santé osseuse. Et encore plus intéressant, alors quand les résultats du ERA 223, de l'essai ERA 223 sont sortis, ben là, l'étude Peace 3, que eux faisaient la même chose, mais avec l'onzalutamide, eux, ils ont fait une révision de leur protocole pour s'adapter à cette nouvelle réalité, parce que eux aussi, quand on voit le groupe, quand ils ont commencé, ceux qui ne recevaient pas des agents pour la protection osseuse, ben, le taux de fracture
était immense quand on compare l'onzélatumide et le radium versus onzalutamides tout seul. Alors, on peut voir que... Et puis, ils ont décidé d'en ajouter l'acide zoledronique, denosumab. Et là, on voit à 1 an et à 1,5 ans, le taux de fracture est nettement inférieur que ce l'était auparavant. Alors, la question, c'est que est-ce que cela peut aussi être fait avec l'abiraterone? Alors, le séquençage, c'est très intéressant que, en fait, l'essai ASMK a été conçu il y a plus que 10 ans. Alors, il existe désormais une variété de nouveaux agents antinéoplasiques pour le cancer de la prostate. Alors là, il faut redéfinir quel est le moment optimal du traitement pour le radium 223. Alors, une étude a démontré une médiane de Radiologic Progression-Free Survival de 5,5 mois chez ceux qui ont échoué la bératérone et l'enzélatumide. Et il y a un essai clinique en cours pour évaluer la dexaméthasone et le radium 223 comme agent de première intention dans le traitement du cancer de la prostate avec métastase osseuse symptomatique. Est-ce qu'on utilise le radium 223 avant ou après la chimiothérapie? En fait, ce qui est important de savoir, c'est que pour avoir le meilleur effet du radium 223, il faut que les patients reçoivent tout leur cycle. Alors, il y a un net bénéfice de recevoir 5 à 6 cycles par rapport à 1 à 4. Et on fait les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistante à la castration moins avancée sont plus susceptibles de recevoir tous ces cycles. Donc, il est peut-être plus intéressant de le donner plus tôt dans l'évolution de la maladie. Alors, dans une étude avant la chimiothérapie, le radium 223 semble offrir une légère amélioration de la survie globale, 16,1 versus 14,4 mois, mais augmente les chances de terminer les 6 cycles et augmente les chances de terminer les 6 cycles de radium 223. Alors, on peut voir la différence de pourcentage, 63 versus 45%. Une autre étude montre un taux d'achèvement de traitement beaucoup plus élevé, 94 versus 52%, et une progression-free survival plus élevée si le traitement de radium est administré avant la chimiothérapie. Alors, l'importance potentielle de terminer tous les cycles, on peut voir dans l'essai ALSIMCA, la survie globale médiane était meilleure dans la population ayant terminé ces cycles, 17,9 mois, par rapport à celle ayant eu 1 à 4 cycles, 6,2 mois. Les raisons pour arrêter le traitement, de un, c'est une progression de la maladie, des effets secondaires, le patient ne voulant pas, et le décès, et on fait selon l'investigateur aussi. Alors, on peut voir en fait que dans cette étude, la survie globale était non atteinte versus 6,3 mois chez ceux qui avaient terminé tout leur cycle versus 1 à 4 cycles. Alors, on peut voir qu'il y a une nette, comme ceux qui terminent leur cycle ont une meilleure survie. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a un gros biais là-dedans parce que ceux qui terminent leur cycle sont ceux qui sont plus performants à la base, qui auraient probablement un meilleur prognostic qu'il y ait du radium ou non. Alors, il faut prendre ça en tête aussi. Et les sujets qui sont moins susceptibles de recevoir tous les cycles sont ceux qui ont plus de douleur, qui ont un écoque plus élevé, une APS plus élevée, d'où l'importance de peut-être utiliser le radium de 2-3 plus tôt dans l'évolution de la maladie et ceux qui ont une hémoglobine plus basse. Est-ce qu'on peut donner du lutetium PSMA après radiothérapie de 2-3? C'est vraiment une traduction mauvaise, mais du radium 2-3. En fait, il y a plusieurs essais cliniques qui ont regardé cela. Dans l'essai clinique Reassure, il n'y a pas eu d'événements indésirables significatifs chez ceux ayant reçu du lutetium PSMA après le radium. Et le temps médian entre le radium 223 et le lutetium 177, c'est 8 mois. Il y a aussi un essai clinique qui s'appelle le RALU Trial, qui est une étude rétrospective dans les centres en Allemagne,
qui, eux, ils ont trouvé que oui, il y avait la toxicité, mais en tout, c'était réalisable et sécuritaire. Mais c'est sûr que probablement, il faudrait les aviser, surtout s'ils ont reçu du radium 223 antérieurement, que ça se peut que les toxicités hématologiques soient plus fréquentes qu'attendues pour la thérapie, mais que c'est tout de même réalisable et sécuritaire. Alors, encore une mauvaise traduction. Dans l'essai clinique d'Ahmed Zadefar et al., il y a eu 20 sujets qui ont reçu du radium 223 avant le système PSMA. Et eux, ils n'ont pas trouvé de... Ben, en fait, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas trouvé une différence significative dans la toxicité hématologique entre les deux groupes, à l'exception de l'adémie de grade 2. Alors, comme le point de la slide précédente, il faut quand même probablement les aviser qu'il risque d'y avoir plus de toxicité, mais, mais que c'est sécuritaire et réalisable. Alors, on fait, c'est ça. Alors, on compare 20 sujets ayant reçu du radium avant le lutetium à ceux ne pas avoir reçu du radium, c'est pas de la radiothérapie, du radium antérieur ou bien de la radiothérapie osseuse antérieure, et on peut voir que dans par exemple, la toxicité d'hémoglobine de grade 2, il y a 50% de chances dans le groupe 1 d'avoir une toxicité de grade 2, tandis que dans le groupe 2 était nettement moindre. Alors, il faut au moins les aviser. Intervalle de temps entre les doses, ça c'est intéressant. J'ai juste trouvé une étude à cet égard que eux, ils trouvaient qu'il n'y avait aucun impact négatif en cas de temps prolongé entre les doses et une efficacité potentiellement accrue du traitement. Les différences n'étaient pas pour la survie, le overall survival n'était pas cliniquement significative ou pour les patients ayant un délai entre les cycles versus ceux ne pas avoir de délai entre les cycles, mais le median progression-free survival était un peu meilleur. Euh, alors ça, c'est vraiment intéressant comme concept et ça va parler de l'effet témoin biologique radioactif, c'est le bystander effect. En fait, dans un test préclinique sur des cellules, lorsqu'on augmentait la dose de 211 AT-MABG, on voyait que l'efficacité, quand on voit la ligne rouge ici, comme de survie, des cellules qui recevaient cette dose, la survie diminuait, atteignait un nadir, et puis on augmentait la dose, et puis la survie augmentait. Et pourquoi, qu'est-ce qui pourrait potentiellement expliquer ce phénomène? Ben, en fait, l'idée, c'est le bystander effect, que lorsqu'on donne une dose de, de radiation à une cellule ou à un groupe de cellules, ben, ça crée un stress, potentiellement un stress oxydatif, des communications intracellulaires, libération de euh, cytokines et autres, qui pourraient être toxiques aux cellules adjacentes. Là, si on augmente trop la dose, bien, en fait, la théorie, c'est que on nuit au bystander effect par la destruction de cellules sont trop intenses. Euh, Ça, c'est purement théorique, mais c'est quand même un concept très intéressant que peut-être dans le futur, on va réaliser que prolonger le temps entre chaque cycle pourrait être potentiellement même plus efficace que les rapprocher. Est-ce qu'on peut utiliser le radium 223 plus tôt dans la maladie lorsque c'est sensible à l'hormonothérapie? Euh, il y a quelques études qui ont regardé cela, qui démontrent que c'est relativement, que l'efficacité est quand même bonne. Alors, peut-être dans le futur, on va utiliser ce traitement un peu plus tôt.
Le retraitement, il y a eu un essai clinique sur 44 sujets qui ont eu 6 cycles antérieurs sans progression, qui ont ensuite progressé et qui ont reçu 6 cycles supplémentaires, qui est potentiellement efficace en fait avec une survie globale médiane de 24 mois, on fait un délai médian avant les premiers événements squelettiques symptomatiques de 16,7 mois, un temps médian de la progression de la LP non atteinte, alors, et de la PS de 2,2 mois. Et eux aussi, ils disent que c'était sécuritaire. Alors, c'est quand même des horizons qui sont pas mal intéressantes et qui s'appliquent à la plupart des traitements radioisotopiques que l'on utilise. La thérapie combinée, c'est sûr que ça va être essayé avec les bisphosphonates. On peut voir un hazard ratio de 0,49 d'événements osseux symptomatiques par rapport au radium seul. Alors, il semble que le radium en soi augmente les chances d'événements osseux symptomatiques dans l'absolu, mais relatif à ceux qui ne le reçoivent pas, peut-être ça peut être protecteur aussi. Mais ajouter un agent protecteur osseux pourrait protéger davantage des événements osseux symptomatiques. Euh, il y a un risque accru de nécrose avasculaire de la mâchoire de 2%. C'est un effet secondaire connu des bisphosphonate. Chez un petit nombre de sujets, l'association du radium de 2,3 et de l'éthinistradiol a entraîné une diminution plus significative de la PS, mais aucune amélioration de progression-free survival ou du overall survival. Et puis, il y a eu un essai du radium de 2,3 avec l'atezolizumab. Il y a eu un échec de cette étude, alors il n'y a pas vraiment eu de suite à cela. Combiné avec le Sipuleucel-T, type d'immunothérapie qui semble avoir un certain succès, et le radium avec la chimiothérapie versus la chimiothérapie seule. Il y a un essai en phase 3 qui est en cours. Donc, et on fait la comparaison du overall survival était similaire. Le profil de sécurité était similaire, mais qu'il y avait moins de neutropénie fébrile chez le groupe combiné de façon intéressante. C'est probablement à cause de la dose moins élevée du docetaxel. Et le groupe combiné a une suppression plus durable de l'APS. Alors, beaucoup de choses sont on essaye beaucoup de choses et on espère qu'on aura plus d'usage du radium dans le futur. Il y a l'essai clinique Alphabet. C'est une étude australienne. Alors, le titre, c'est Alphabet pour dire alpha-beta. Alors, c'est du alpha therapy avec le radium 223 et du beta therapy avec le lutetium PSMA INT. Et ça, c'est un essai clinique qui est en cours. Ça sera très, très intéressant de voir les bénéfices de cela. Alors, leur justification, c'est d'essayer de traiter les micrométastases osseuses avec un émetteur alpha qui a une portée plus courte que l'émetteur bêta. Alors, on verra ce que ça donnera. Les critères d'inclusion, il fallait un PSMA suivi max de 20 sur un site de maladie et de plus que 10 sur les sites de maladies mesurables. Ça fait penser un peu au therapy trial et 2 métastases osseuses ou plus à la scintigraphie osseuse. Un peu comme l'Alsymca trial. Combiner les inhibiteurs du PARP avec le radium 223, il y a une étude de phase 1 qui a été terminée qui montrait quand même une progression free survival radiologique médiane de 7,1 mois, qui était similaire au radium seul, selon une étude rétrospective, mais ça sera étudié plus en détail en phase 2. Et en fait, la logique derrière cela, c'est qu'on inhibe la réparation de l'ADN et on utilise le radium pour essentiellement ajouter un effet plus néfaste de la radiation aux cellules. On sait que les émetteurs alpha, eux, ils font des bris directs de l'ADN et des double-strand breaks. Alors, est-ce que l'ajout de l'inhibiteur de PARP serait aussi utile que, par exemple,
dans un agent à radiation bêta qui a une tendance de faire plus des single-strand breaks. Ça sera à voir. Prédicteur de réponse au radium 223. Alors, on fait de façon intéressante, c'est les patients asymptomatiques, minimalement symptomatiques par rapport aux métastases osseuses. Eux, ils ont typiquement une meilleure survie, mais un délai plus long avant le premier événement lié au squelette. De façon intéressante, le rapport de neutrophile lymphocyte, lorsqu'il est plus faible, il y a une meilleure survie médiane dans la littérature. Les facteurs de mauvais pronostic, c'est l'âge avancé, un ECOG 2 à 4, événements squelettiques symptomatiques antérieurs, chimiothérapie antérieure, forte charge cancéreuse sur l'imagerie nucléaire osseuse, et qui, eux, ont une survie plus courte et ont plus de toxicité hématologique. D'autres tumeurs malignes, est-ce qu'on peut utiliser le radium-223 pour traiter d'autres cancers? Ils ont essayé de traiter les métastases osseuses du cancer de la thyroïde, que je trouvais assez surprenant qu'ils l'ont essayé, parce qu'on sait que le cancer de la thyroïde a plus tendance à donner des métastases lytiques qui seront pas vues en scintigraphie osseuse. Il y avait un essai, le RAD-TEER, et c'était un échec. Il n'y avait pas de réponse. Je pense que c'était attendu. L'ostéosarcome, il y a eu des études là-dessus. Il y a plusieurs études de cas qui démontrent une réponse, mais la plupart des patients étudiés finissent par progresser. Alors, c'est quelque chose de plus à voir. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qu'on peut peut-être utiliser le radium de façon plus efficace? Est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser? À voir. Le myélome multiple, lui aussi, donne des passages pseudolytiques, mais ici, il y a eu des résultats prometteurs de l'association du radium-223 et du bortezomib en phase préclinique. Ça sera à voir. Et il y a aussi un essai en cours avec le cancer rénal, mais comme le cancer de la thyroïde, ça a tendance à donner des lésions lytiques. Alors, je ne suis pas trop sûr où ça mènera. Ça, c'est des études de cas d'ostéosarcome. On peut voir pré-radium 223, post-radium 223. Malheureusement, il y a une nouvelle lésion ici. Mais on peut voir qu'il y a quand même eu une réponse d'une lésion. Et ici, après 6 doses de radium, on peut voir l'amélioration au niveau de la lésion de l'hémibassin à droite. Alors, ça a un potentiel. C'est à explorer davantage. Et pour le cancer du sein aussi, il y a potentiellement un usage. Euh, mais en fait, c'est sécuritaire et tolérable, mais à date, aucune efficacité supérieure n'a été démontrée dans le groupe combiné radium plus capecitabine versus capecitabine toute seule. Cependant, il y a un case report qui reflète une excellente réponse aux métastases osseuses. Peut-être que le radium 223 pourrait être utilisé chez des patients spécifiques présentant uniquement des métastases osseuses. Ça, c'est l'étude de cas. On peut voir pré-radium, post-radium, et on peut voir aussi la scintigraphie osseuse. Ça n'a pas l'air parfait, mais c'est quand même peut-être une option chez ceux qui n'ont pas d'autres options. En conclusion, la thérapie au radium 223 a été approuvée il y a environ 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Alors, il faut comme redéfinir le rôle du radium 223 dans le cancer de la prostate. Euh, je pense que ça a un potentiel plus élevé que ce que l'on pourrait croire et des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer ses meilleures utilisations. Est-ce qu'on l'utilise un peu plus tôt? Est-ce qu'on l'utilise en combinaison? Est-ce qu'on utilise plus de cycles? Est-ce qu'on prolonge le temps entre chaque cycle? Alors, tout cela, on espère, sera clarifié dans les prochaines années. Alors, ça, c'est les références.